Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, le podcast consacré à l'actualité du biathlon. Alors cela fait presque 2 mois que la Coupe du Monde s'est arrêtée, mais l'actu du biathlon, elle, continue. Nos champions ont d'ailleurs repris l'entraînement au début du mois de mai. Avec moi pour faire un point sur l'actualité de ces 2 derniers mois, tout d'abord Marine. Bonjour Marine, ça va? Pas trop en manque de biathlon? Ah bah si, carrément, mais ça fait du bien de reparler de biathlon en tout cas, et bah voilà, j'espère que toi ça va aussi, t'es pas trop en manque. Oh bah oui, impeccable, très content aussi de reparler biathlon après ces 2 mois de pause qui nous ont permis de se reposer un peu, nous aussi quand même, ça nous a fait du bien. Donc présent également le taulier, Romain. Salut Romain, comment ça va et est-ce que tu es prêt à faire le tour de l'actu de la planète biathlon avec nos auditeurs? Salut Damien, salut Marine, heureux de vous retrouver après 2 mois de break, de coupure et comme les biathlètes, on va tout doucement se diriger vers la prochaine saison avec c'est ça. Un peu d'actualité. Oui, c'est exactement, justement, venons sur ce programme d'aujourd'hui. Donc on va d'abord faire le point sur l'équipe de France, bien évidemment. C'est la grosse actu, la sélection française est tombée il y a quelques jours, donc ce sera l'occasion d'en parler et puis de parler également de leur programme. On est chauvin mais pas trop quand même, on ira voir ce qui se passe également chez les autres sélections, enfin quelques-unes des sélections, bien sûr on va pas tout vous détailler. Le programme de la Coupe du Monde, bien évidemment, on va le détailler lui un petit peu plus et puis on évoquera également l'IBU Cup et la Junior Cup. C'est la bonne nouvelle de ces derniers jours également, le Martin Fourcade Nordic Festival qui se tiendra début septembre. Romain, tu nous parleras de tout ça. Ouais. Après, on le rappelle, l'annulation l'année dernière. On fera un petit point retraité, bien évidemment. Il y en a eu quelques-uns depuis la fin de la Coupe du Monde, même si certains étaient déjà annoncés. Et on terminera sur les 5 infos en bref pour clôturer ce podcast. Un programme riche donc, vous l'aurez compris. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle! On commence donc avec l'équipe de France, bien évidemment. La sélection est connue. Marine, tu nous en dis un petit peu plus. Oui, tout à fait. La sélection vient de tomber côté équipe de France. Et donc du côté homme, en équipe de France A, une ossature qu'on connaît bien, qui ne change pas, avec donc Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Simon Détieux, Fabien Claude et Antonin Guigona. Et côté femmes, donc une petite nouvelle, nous avons Chloé Chevalier qui intègre le collectif A en compagnie donc des piliers de l'équipe, à savoir Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Brezas-Bouchet et Julia Simon. Donc ça c'est pour les A. Marine, maintenant tu vas nous parler de l'équipe B. Oui, tout à fait. Donc le collectif B, donc du côté masculin, sera composé d'Émilien Claude, d'Éric Perrault, d'Hugo Rivail, de Sébastien Mahon, Oscar Lombardo et Martin Périlla-Bottenay. Et du côté des femmes, nous aurons Caroline Colombo, Camille Bénet, Sophie Chauveau, Lou Jean Monod, Gilonne Guigona, Ève Bouvard et Paula Bottet. Oui, une sacrée équipe B chez les filles, il y a du monde. Bon, un petit mot, un commentaire sur ces sélections. Pas vraiment, enfin on va parler des A. Est-ce que finalement la surprise c'est qu'il n'y en a pas vraiment, même si Chloé Chevalier intègre officiellement le groupe A, vous pouvez s'attendre à peu près à ça, Romain? Non, pas trop de surprise. On aurait pu voir pourquoi pas un 6e homme bleu, comme on l'avait l'an dernier avec Martin Périlla-Bottenay, mais ça s'était pas très bien passé, donc peut-être que le staff bleu a décidé de les entre guillemets protéger, de les laisser en B. Mais après, on retrouve les costauds de l'an dernier. Il n'y a pas de surprise. Il y a quand même une déception pour Caroline Colombo, qui certes l'an dernier n'était pas officiellement en A, mais s'était entraînée toute l'année, tout l'été avec les A et qui avait commencé aussi l'hiver en Coupe du Monde et qui est là est directement rétrogradée en équipe de France B. Donc là, on peut dire que c'est comme la déception pour elle. Après, oui, il y a beaucoup de monde derrière. Que ce soit aussi chez les dames, tu l'as dit Damien, avec Sophie Chauveau, Camille Bénet, j'en passe, et avec Lou Jean Monod évidemment, qui a fait une belle fin de saison en Coupe du Monde, mais aussi chez les garçons, où on retrouve quand même Martin Périlla-Bottenay qui avait complètement disparu de la circulation après la Coupe du Monde. C'est bien de le retrouver, on était un peu inquiets. C'est bien, ouais. Il s'était un peu relancé déjà sur les championnats de France,
je crois, Marine, hein, c'est ça, il avait quand même couru la... Oui, il avait couru sur il le avait championnat de couru. France. C'est ça pour refaire un peu du jus, enfin, pour se motiver, on va dire, entre guillemets, et retrouver quelques pistes pour l'été prochain. Et évidemment, il a Emilien Claude, Eric Perrault, Sébastien Mahon, Scolar Bardo, Hugo Rivaille qui a très bien terminé hein, en IBU Cup. Donc la 6e place, que ce soit chez les hommes ou chez les filles, va vraiment être très disputée hein, cet été. Et d'ailleurs, tiens Marine, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu penses que cette 6e place qui n'est pas pourvue officiellement, est-ce que c'est un manque peut-être de niveau chez les B, hein? Bon, chez les hommes, c'est plus simple à voir, ça a tourné. Il y a eu quelques belles performances, mais personne qui a tué le game. Chez les filles, bon, ça a été un petit peu plus compliqué. Ou alors, est-ce que ça serait pas une 6e place un peu en forme de carotte, justement, pour motiver cette équipe B en disant, il y a une 6e place qui est pas pourvue et vous pourrez monter tous les week-ends. Moi, je vois ça comme une porte ouverte, en fait, parce que contrairement à l'année d'avant, il y a vraiment eu plusieurs personnes qui se sont mises en évidence sur le circuit IBU Cup, que ce soit côté homme ou côté femme, IBU Cup et IBU Cup Junior. Et c'est vraiment une porte ouverte comme il y en a pas souvent. Et je trouve que c'est bon pour la compétitivité, mais voilà, il va y avoir une sacrée bagarre entre toutes ces têtes de l'équipe B qui voudront être le 6e homme et la 6e femme. Ouais, je pense que ça va créer une certaine émulation dans le groupe, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Car ouais, l'an dernier, comme je le disais, Martin Perrier-Bottonnet était le 6e homme. Et donc ça, il y avait un message qui était envoyé aux autres comme que c'était entre guillemets foutu pour aller en Coupe du Monde hein, et qu'ils devaient se contenter de l'IBU Cup, alors que là la porte est grande ouverte pour les hommes ou pour les dames et que ça va batailler sévère durant tout l'été sur les Summer Tours pour gagner cette place qui n'est pas encore faite. D'accord, donc vous retenez davantage ce côté motivation pour l'équipe B et puis aussi le côté peut-être aussi très homogène des équipes B, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, où il y a personne qui a pris le dessus et que du coup tout reste ouvert pour cette 6e place. Et bien on le saura quand ça en octobre peut-être, mi-octobre, on saura peut-être on saura la sélection. après le dernier Summer Tour, je pense. Avant le D'accord. Enfin, on le saura je pense lors de la montée à Souchon sur les sélections norvégiennes où il y en aura sans doute l'équipe type avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde. En tout cas, la préparation sera très intéressante à suivre. Donc on a fait le tour pour la sélection française. Pour l'équipe B, il nous reste les juniors. Marine, tu vas nous dire tout ça. Oui, alors du côté des hommes, on a retenu 5 jeunes. Donc nous avons Mathieu Garcia, Jacques Jefferies, Rémi Broutier, Damien Levet et Valentin Lejeune. Donc on retrouve quelques noms qui se sont illustrés au championnat du monde junior. Et c'est pareil du côté des dames avec Maya Clotens, Océane Michelon, Camille Coupé, Jeanne Richard et Fanny Bertrand. Merci. C'est quoi l'année cette année pour les jeunes et juniors qui est retenue ? C'est la catégorie junior, ça va jusqu'à 2000, donc c'est 2000, 2001 et 2002. Un groupe intéressant qu'on espère retrouver cette année en Junior Cup. Hein. L'an dernier, il n'y avait pas eu malheureusement. Ouais, j'espère pour eux. Et des noms qu'on a quand même pas mal vus au mondiaux d'Aubertillac qui ont brillé. Donc il n'y a pas de raison que on les retrouve encore sur les podiums la saison prochaine. Une belle génération. Ok, merci donc Marine pour ces différentes sélections. Le programme maintenant de nos Bleus pour les semaines à venir, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout d'abord un premier stage du côté de Chambéry, donc qui a débuté cette semaine pour les équipes A, que nous retrouverons mi-juin du côté de Prémanon et fin juin du côté de Corançon-Vercors. Puis, si les conditions sanitaires le permettent, on ira au Bling Festival début août. Et donc il y aura en août aussi un stage en altitude à Bessan. En septembre, au plan d'automne, un stage juste avant la première étape du Summer Tour. Et en octobre, un stage à Prémanon, juste avant la dernière étape du Summer Tour à Arson. Puis mi-novembre, à Souchon, pour les pré-saisons, les équipes de France se rendront, donc toujours si les conditions sanitaires le permettent, avec donc un début de saison fin novembre à Östersund. Oh, il y aura peut-être un petit passage début septembre par Annecy aussi pour Oui. certains membres de l'équipe de France.
Voilà, on a Ouais. on a les shows estivaux, Romain va en parler, mais ça ne concerne pas toute l'équipe en tout cas. En tout cas, ils ne vont plus au tunnel d'Oberhof. Logiquement, cet été, ils n'iront pas. Ils y allaient, je crois, après le premier Summer Tour. Oui, c'est vrai, Ou c'était une étape, deuxième. mais Mm. Et ça fait 2. Alors l'an dernier, c'était peut-être un peu compliqué au vu du contexte sanitaire, mais là, c'était pas prévu au programme pour le moment. Donc, On suivra ça si jamais on a une information, on vous la communiquera. Hein. Donc un bien beau programme qui change de celui de l'année dernière, hein, c'est sûr, hein, avec une préparation qui avait été très compliquée. Et puis nos biathlètes qui vont pouvoir se mesurer du coup avec les autres nations avant la Coupe du Monde, ce qui est pas plus mal. Donc écoutez, on va suivre ça de près et puis on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'avancée du programme des Bleus. Merci Marine. On va passer aux autres sélections maintenant avec Romain. Alors bien sûr on va pas vous faire un point complet sur toutes les sélections du monde, mais on en a retenu quelques-unes et puis donc Romain, on t'écoute à ce sujet-là. ouais, exactement. Je vais vous donner quelques informations sur les principales sélections qui sont tombées depuis quelques temps déjà. Les Français, elle est tombée il y a quelques jours. On connaît celle de la Norvège depuis un bon mois et demi déjà, si je dis pas de bêtises. Donc d'ailleurs, cette Norvège qui au final ne change rien de la saison passée. On retrouve les 12 mêmes athlètes du groupe A. La raison, c'est que ça a tellement bien marché la saison précédente que le staff a décidé de garder les mêmes, garder cette continuité, même si, par exemple, on sait qu'un Elan Guntogard a eu quelques soucis de pépins de santé au cours de saison, que des jeunes se sont illustrés. Les jeunes norvégiens s'illustrent toujours, toujours d'ailleurs, chaque hiver, mais on a tout de même gardé Elan Guntogard dans le groupe A, mais évidemment, cette équipe sera menée par Johannes Bö, Sturlam Legre de côté homme et Thierry Lecoff et Marthe Holzbourg-Rosseland chez les dames, donc une équipe vraiment très très costaud et qui figurera évidemment de favorite sur pas mal de plans de classement l'hiver prochain. Donc voilà, en ce qui concerne les Norvégiens avec aucun changement. Pour les Suédois, il y a 11 athlètes qui ont été retenus en équipe nationale, dont une principale qui retient notre attention, c'est Stina Nilsson. Alors Stina Nilsson avait été déjà sélectionnée dans le groupe national l'an dernier, mais c'était surtout pour s'entraîner auprès de Anna Heuberg, pour vraiment avoir une formation accélérée. Là, cette année à Liège, au vu de ses performances de la saison précédente, et on se rappelle évidemment de ce dernier week-end à Östersund, elle a brillé, 2 top 30 pour son premier week-end en Coupe du Monde. Donc voilà pour la Suède, évidemment. On retrouve les grands noms, avec Anna Heuberg, comme je le disais, sa sœur Elvira Heuberg, Sebastian Samuelsson, qui a fait donc une grosse dernière saison, qui a enfin franchi un cap et qui va défendre quelques médailles voilà, qui est plutôt à l'aise sur les épreuves olympiques, Mm. donc 4 ans après. C'est ça, ouais. Il choisit bien ses courses, Sebastian Samuelsson. Donc voilà, et évidemment Martin Ponsiluoma. Oui, d'ailleurs, il y a déjà 3 athlètes suédois qui sont sûrs d'être au jeu. C'est Anna Heuberg, Sebastian Samuelsson et Martin Ponsiluoma. Au vu de leurs derniers résultats la saison précédente, ils sont assurés déjà d'être à Pékin. D'accord, ça a été annoncé par la fédération suédoise Oui. en fait. Ah oui, d'accord, ok. Comité olympique suédois qui distribue déjà des tickets pour ces athlètes et dont donc Anna Heuberg, Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson donc sont déjà non plus qu'à déjà aller à l'aéroport direction C'est la ça. Chine. Donc eux, mentalement, ça c'est mis de côté, c'est bon. Voilà, ils peuvent, c'est déjà fait. Ok. Même si c'était pas fait, Oui. pas une grosse oui. surprise. c'était pas une grosse surprise. Non, c'est sûr. Ok. Les Allemands, Romain, tu nous parles un peu d'eux? Les Allemands, ouais, les Allemands qui doivent se reconstruire après, ils sont en perpétuelle reconstruction, j'ai envie de dire, après les départs de Laura Dahlmeier, on voit qu'ils ont un peu du mal à se relancer. Là, il y a encore le départ de Hans Pfeiffer, qui a quand même un gros coup dur pour les Allemands. Alors ils ont, comme souvent, les Allemands ont un gros groupe, groupe A, composé de 15 athlètes, dont dans ce groupe d'athlètes, déjà pas mal sont sûrs d'être qualifiés pour les premières étapes de Coupe du Monde. C'est le cas de Denis Hermann, Janina Itic, Vanessa Hintz, Franziska Preuss, Bénédicte Doll, Eric Lesser et Roman Ries. Donc eux sont assurés de participer à la Coupe du Monde à Östersund et même jusqu'au Grand Mornan. Pour les autres, il faudra se batailler lors de la préparation et des différents entraînements, compétitions internes.
Et également une qui est sûre d'être en début d'ouverture de Coupe du Monde, c'est Vanessa Voigt, grâce à sa victoire de IBU Cup l'an dernier du général, qui est automatiquement qualifié, invité pour cette étape. D'accord, c'est d'ouverture l'IBU en qui Suède. l'invite, du coup. Exactement, comme les finales qu'on a eu l'an dernier. Donc chez les hommes, c'est qui y a C'est ticket un supplémentaire. Norvégien. Un Norvégien, voilà ce que j'ai là, il y a un ticket supplémentaire pour la Andersen. Norvège du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, très bien. Allez, on va de l'autre côté des Alpes en Italie. Oui, du côté de nos amis transalpins, alors 11 athlètes sont retenus en équipe A. Alors il n'y a pas trop de surprises, mais il y a quand même un nom qui retient notre attention. C'est la jeune Rebecca Plassler, qu'on a vu à son aise sur les mondiaux juniors et même en IBU Cup, qui a montré de choses très prometteuses. Même lors des championnats nationaux, qui a terminé devant Dorothea Weber et Lisa Vitozzi, excusez du peu, sur une mass start. Donc c'est vraiment un nom à suivre l'année prochaine. Alors, elle sera peut-être pas en Coupe du Monde, mais elle va faire ses armes en IBU Cup et pourquoi pas quelques montées en Coupe du Monde au vu de son gros potentiel et de sa montée en puissance. Mais l'Italie a décidé de faire en fait deux groupes. Un groupe A, comme je le disais, où on retrouve donc Wierer, Vitozzi, Hofer, qui est une équipe pour Pékin, et une équipe B où on trouve beaucoup de jeunes, qui est en vue des mondiaux, des Jeux Olympiques 2026 à la maison à Antols. Ok. Donc, voilà pour l'Italie. Et on termine avec la Russie. Ouais, on va terminer avec nos amis russes et la fédération qui a décidé de prendre les choses en main parce qu'on sait que certains Russes aiment bien s'entraîner chacun un peu de leur côté. Et là, cet été, ça ne sera pas le cas. La Fédé a décidé que chaque athlète devait au moins faire partie d'un groupe d'entraînement. Et donc, il y aura 4 groupes d'entraînement de 8 biathlètes cet été pour la Russie. D'ailleurs, c'est le cas d'Alexander Loginov qui généralement s'entraîne seul durant l'été et qui sera sous la houlette cet été de Sergei Bashkirov. Et d'ailleurs, ce groupe-là, où on retrouve notamment aussi Garanitchev ou Maxime Tsetskov, fait un premier entraînement à Sochi. Donc on a décidé avant cette saison olympique de recadrer un peu les choses du côté de la Russie. Bannière neutre du coup ou pas pour les athlètes russes à Pékin cet hiver? Ouais, il me semble que ça sera sous bannière russe. Neutre. Sous bannière neutre, oui, voilà, exactement. Et encore, il me semble que les conditions sont claires, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui sont carrément rayés, c'est-à-dire que russes ou pas russes, enfin, bannière neutre, ils ne participeront pas, et ceux qui sont autorisés à participer le sont sous bannière neutre. Il me semble que c'est ça, on vérifiera bien évidemment. Mais d'accord, donc une année encore peut-être compliquée pour les Russes. La suspension arrive bientôt à son terme. Ok, pour toutes ces sélections, bien sûr, on va pas détailler le programme, mais ce qui est sûr, c'est qu'eux aussi sont en pleine préparation, avant de se confronter un peu plus tard dans l'été, sans doute avec. Et vous pouvez retrouver toutes les sélections, tous les détails sur notre site. Évidemment, biathlonlive.com, vous aurez toutes ces informations. Ok, bon on va passer au programme de la Coupe du Monde. Il est maintenant détaillé, il y a plus de surprises. Justement, Romain, tu nous en dis quelques mots. Ouais, exactement. L'IBU a officialisé le programme de la saison prochaine il y a un bon mois déjà. Donc, alors on connaissait déjà les étapes. Il y aura 11 rendez-vous. 11 rendez-vous avec évidemment en point d'orgue les Jeux Olympiques de Pékin, où tous les biathlètes rêveront de décrocher l'or olympique. Oui, il faudra être matinal, mais pas trop quand même, c'est une bonne nouvelle. Le comité olympique et l'IBU font en sorte d'adapter les horaires au public du biathlon qui est en grande majorité européen. Donc on sera sur des horaires Pyeongchang, un petit peu plus tôt quand même, parce que Pyeongchang c'est plutôt entre midi et 2, là on est autour de 10h, 9h, 10h du matin, non c'est ça, il me semble. Ouais, après le premier café. Ouais, voilà, après le premier café, on pourra regarder ça pour les plus chanceux. Ok, vas-y Romain, je t'ai coupé, poursuis. Alors une ouverture qui devait à la base se faire à Kontiolahti, mais il y a quelques jours on a appris quelques changements au niveau calendrier. La raison c'est que l'étape de Minsk qui devait se dérouler après les Jeux de Pékin a finalement été annulée, même remplacée par Kontiolahti. Ce serait pour des raisons de politique instable dans le pays. Donc l'IBU n'a pas voulu prendre de risque à garder cette étape
et finalement peut-être l'annuler plus tard. Ils ont tout de suite voulu la changer. Du coup, Conchal-Arty qui était en ouverture se déplace après les Jeux, et c'est finalement Östersund qui va ouvrir l'hiver et qui va d'ailleurs accueillir 2 week-ends de compétition à suivre, puisque la deuxième étape sera également à Östersund. Puis après, nous aurons une étape à Orfilsen, et ça sera aussi un grand événement. On espère que ça pourra se faire avec du public, on croise les doigts. L'étape du Grand Mornan, qui revient en décembre, fin décembre, avec en plus un programme royal, des sprints, poursuites et mass start. Et après, nous aurons droit au triptyque du mois de janvier, avec Oberhof, Ruhpolding, Antols. Après, en février, ce sera donc l'heure des Jeux Olympiques, où ce sera une grosse coupure, sans doute entre Antols et les JO. Ouais, une coupure comme on peut avoir aussi avec les mondiaux, de 2 semaines environ. D'accord. Ça marche comme ça, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, le programme des Jeux Olympiques, il y a juste le relais mixte simple qui n'est pas au programme, si on doit comparer par rapport aux mondiaux. Ce n'est pas une discipline olympique encore, je crois que le CIO n'en a pas voulu. Peut-être ça évoluera dans les prochaines années, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Et enfin, donc, on terminera par Conchal-Arty, qui remplace donc Minsk. Otepää, nouvelle étape au calendrier de la Coupe du Monde, une étape estonienne qu'on a déjà vue en IBU Cup ou même chez les jeunes, pour des mondiaux juniors. Et enfin, on espère que ça sera la bonne pour Oslo, après 2 ans d'absence au programme, qui pourra organiser donc les finales de l'hiver. Et alors je vais pas vous détailler les courses, les programmes, voilà, mais je peux vous dire que à 2 courses près, c'est exactement le même programme que la saison dernière. Bon, et ce super sprint alors, il a toujours pas trouvé sa place dans le calendrier? Non, pas encore, parce qu'il est en pleine évolution. On sait que l'IBU est en train de modifier en termes de longueur, de balles de pioche. Il va être testé cette année d'ailleurs en IBU Cup sous un nouveau format, et on va voir ce que ça donne pour pourquoi pas le remettre l'année prochaine ou dans 2 ans en Coupe du Monde pour le tester. Ouais. Ok, merci donc pour ce programme de la Coupe du Monde. Un petit mot également sur le programme de l'IBU Cup et la Junior Cup, qui on espère aura bien lieu cette année. Ouais, on espère que l'IBU Cup aura bien lieu dans son entièreté, pas comme l'an dernier où elle avait été privée de son mois de décembre. Alors normalement, il devrait y avoir donc 9 étapes l'année prochaine, avec un grand rendez-vous. Ce sera les championnats d'Europe à Harbour fin janvier. Donc voilà, malheureusement il n'y aura pas d'étape en France, ni en IBU Cup et ni en Junior Cup. Ou en Junior Cup, il y aura 5 étapes, avec notamment les championnats d'Europe à Pokljuka et les championnats du monde jeunes et juniors à Soldier Hollow, outre-Atlantique, aux États-Unis. Ok, merci Romain pour ce programme détaillé. On va changer de sujet, on en parlait tout à l'heure, c'était la bonne nouvelle qui est tombée il y a quelques jours. Le retour du Martin Fourcade Nordic Festival, qui avait été annulé l'année dernière après une première édition fantastique. Ça sera pas le dernier week-end d'août cette année, ça sera le 1er de septembre, Romain, c'est ça? C'est ça exactement, il faudra réserver son week-end les 4 et 5 septembre. Ouais, c'est ça, c'est un petit décalage, non, par rapport à la première édition. Généralement, c'était à cheval entre août septembre, ouais. Donc là, ouais, ce sera, on va dire, une semaine plus tard que. D'accord. Bon, bien évidemment, on n'a pas encore de détails sur le nombre de spectateurs, tout ça. Je pense que c'est un petit peu trop tôt, mais bon, pas mal d'eau auront coulé sous les ponts là cet été, donc ce sera plus simple d'ici quelques semaines pour nous dire tout ça. Il n'y a pas de billetterie, La billetterie n'est pas lancée. La billetterie n'est pas encore lancée, donc voilà, je pense qu'ils se laissent le temps de voir la situation, comment elle évolue. Mais 5000 personnes seront autorisées pour sûr, à l'heure où on parle. Après, je suppose qu'il y avait peut-être plus de monde pour la première édition. 5000, je me rends pas trop compte. C'est que il y avait une partie encadrée, c'était la tribune, et les parties autour du stade, en bord de piste, étaient ouvertes à tout le monde, donc à voir aussi comment ils encadrent. C'est difficilement quantifiable, du coup. Il y a le lac d'Annecy qui permettra de filtrer en quelque sorte les spectateurs, de peut-être si il y a une jauge à respecter, ce sera peut-être plus simple déjà avec d'être d'abord. Même si il y a des chances, chers auditeurs, qui voudront y participer, que le pass sanitaire soit obligatoire pour y assister. C'est ce qui se profile du moins pour les événements en France de l'été, les grands événements. Donc, mais pareil, quand on aura un peu plus d'informations, on vous dira tout ça sur le site. Alors, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui va s'y passer, Romain, sur ce Martin Fourcade Nordic Festival, pardon?
Ce sera comme la première édition. On aura une première journée où nous aurons un show biathlon et un show ski de fond, en tout cas de roller ski, où les meilleurs biathlètes mondiaux et meilleurs fondeurs vont s'affronter en piste. On se rappelle que la première édition, c'était Martin Fourcade et Lisa Vitodi qui l'avaient remporté côté biathlon. Il y aura forcément un nouveau vainqueur. Je pense, enfin j'espère, parce que si Martin Fourcade venait à gagner devant les meilleurs mondiaux, ça poserait quelques questions quand même. Quelques indiscrétions d'ailleurs sur sa présence, il sera présent, mais est-ce que non, il ne courra pas. Non, sans courir, mais je sais pas, moi, on pourrait avoir une course de légende. Peut-être. Alors, ou un show de tir, enfin, j'en sais rien, quelque chose où il lui participerait. On n'a rien entendu pour l'instant à ce niveau-là. Après, ce qui est prévu, c'est un show biathlon, une course comme on avait eu. D'accord. Une petite mass start dans les rues d'Annecy, aux abords du lac. Et non, on n'a pas forcément plus d'informations. Peut-être oui, on va peut-être rajouter un concours de tir comme on peut voir au Bling Festival. Ça serait cool, un peu une course de légende là, comme ils font à Roland-Garros pour le tennis, avec quelques anciens des retraités qui se la collent sur le. Un Olena Mandalen, un Pfeiffer, un Zensen, ça a de la gueule, hein, quand même. Hein. Ah bah ouais, ça pourrait être. Aussi, Propose. Ouais, voilà, Martin, si tu nous écoutes, bien sûr, on n'en doute pas que tu nous écoutes, ça pourrait être une bonne idée. Voilà. On te donne une idée comme ça, après t'en fais ce que tu veux. Voilà. D'autant plus qu'il est parti sans public, donc oui. Ça pourrait être sympa de faire des derniers adieux. Voilà. C'est ça. Bon l'idée est lancée maintenant. Ok. De quelques mots supplémentaires sur ce festival, Romain, ou non? C'est complet? C'est complet, mais on a vraiment hâte que ça se fasse. Hein. On se rappelle il y a 2 ans, c'était vraiment un carton. Hein. Franchement, c'était un succès, populaire. Hein. Vous aviez eu l'occasion de vous y rendre, les amis, sur place? Ouais, moi j'y étais. Ouais. D'accord. J'avais eu très chaud. Moi, je travaillais. Quelle idée de travailler aussi un week-end de Nordic Festival. Oui, il faisait très chaud, oui. Oui, je me souviens très bien. Oui. T'étais revenu en Bretagne, t'étais tout rouge. C'est ça, c'est vrai. Hein, oui, exactement. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Marine? Ouais, je voulais dire, même pour ceux qui ne pourront pas s'y rendre, il y a des chances que ce soit retransmis comme ça l'était sur la chaîne L'Équipe. Oui. Ce sera retransmis. Je pense qu'il y a un contrat ou quelque chose, qui fait que ça sera forcément retransmis. Et vu le succès que ça avait eu, je pense que la chaîne Équipe aura de toute façon envie de diffuser ce show. On vous tiendra au courant également. Bon le Martin Fourcade Nordic Festival, c'est long à dire quand même, le FNF. C'est pas facile non plus. J'aurais pu trouver un truc plus simple. Mais donc ça a lieu en septembre, mais ça sera pas le seul show de l'été. Hein. Romain, tu en as quelques autres en magasin. Ouais, on va retrouver les shows qu'on a habituellement. Hein. Le Bling Festival, j'en parlais tout à l'heure, à Sandnes, en Norvège, donc, du 5 au 8 août, où on devrait retrouver d'ailleurs les Français. L'an dernier, ça s'était fait à huis clos, malheureusement, entre Norvégiens. Beaucoup d'athlètes internationaux font le voyage, et normalement, cette année, on devrait retrouver les Français, donc ce serait bien. Ensuite, alors ça, c'est début août. Le 22 août, il y aura le City Biathlon à Wiesbaden, en Allemagne. L'an dernier, on se rappelle que Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet avaient remporté le show, qui est généralement retransmis sur la chaîne L'Équipe. Donc voilà pour ça. Alors il y a donc le Martin Fourcade Nordic Festival du 4 au 5 septembre, mais avant il y a aussi les championnats du monde d'été à Novi Mesto. Les championnats du monde carrément, ouais. Ok. Ouais. Championnats du monde, ouais. Alors ils n'ont pas la même valeur. C'est tous les ans? C'est tous les ans? Ouais, c'est tous les ans, ouais. D'accord. C'est tous les ans. Alors, ils n'ont pas la même valeur que les championnats du monde qu'on a l'hiver. Hein. D'ailleurs, très peu de nations fortes, enfin, même aucune nation forte n'y participe. On retrouve souvent des pays de l'Est, hein, que ce soit les Ukrainiens, les Russes, les Bulgares. Enfin, c'est, on va dire, en petit comité. Mais c'est toujours intéressant, de toute façon, de voir ces courses, hein, surtout en cette période, en manque des biathlons. Et enfin, on aura, c'est pas des shows, mais on a parlé, Marine, tout à l'heure, les Summer Tours, au plan d'automne en septembre, et enfin à Arson en octobre, qui vont en quelque sorte quand même lancer les biathlètes dans leur saison. Ok, bon, pas mal de choses à se mettre sous la dent du coup pour cet été, hein, même si bien sûr ça sera sur du bitume, hein, c'est ce qui est différent. On en a parlé de... Oui, vas-y Marine. Juste pour parler
Des shows, je voulais dire, l'année dernière, on avait parlé de cette histoire de l'IBU de créer un circuit d'été. Et malheureusement, je pense que le coronavirus a eu raison, en tout cas pour cette année, de cette ambition. Mais on espère que ça viendra pour les années suivantes. Ce serait intéressant. Ah bah c'est sûr. sûr. Même, je pense, pour les biathlètes, la saison est longue. Enfin, la préparation est longue, pardon. Donc, c'est toujours bien aussi, je pense, pour eux de se retrouver. Je pense qu'ils se manquent. Après 4 mois, 8 mois sans se voir entre eux. Oui, c'est ça. Et puis comme le disent beaucoup de sportifs de haut niveau, l'entraînement c'est nécessaire, mais ils se font chier, quoi. Hein, excusez-moi l'expression. Hein, c'est la compétition qui les intéresse. Hein, donc forcément, d'avoir cette petite bulle entre guillemets sur certains week-ends, de se confronter aux autres, ça permet de savoir où on en est. Ça permet plein de choses. Hein, donc, mais bon, allez, on est confiant pour cet été. Alors après, on va pas faire de plaidoyer pour ou contre la vaccination, hein, mais beaucoup de pays commencent à mettre les sportifs de haut niveau en priorité, sachant que là, il y a plus vraiment de limite d'âge à partir du mois de juin. Donc pour ceux qui vont se faire vacciner, enfin voilà, les déplacements en Europe seront quand même moins compliqués que ce qui se passait l'été dernier. Donc on peut imaginer facilement que, surtout que bon, on a vu en biathlon, ça s'est bien passé quand même, la Coupe du Monde l'année dernière. Clairement, un modèle. Très bien. Voilà, hein, très c'est bien. ça. Même si c'était beaucoup plus cadré par l'IBU, là l'IBU n'est pas forcément sur ces compétitions-là. Mais bon, voilà, on voit qu'ils ont l'habitude de gérer quand même les biathlètes, donc on peut être confiant et optimiste pour. Ouais, même de toute façon, sur ces compétitions, sur ces shows-là, il n'y a pas énormément de biathlètes. Hein. Il y a 10 hommes, 10 femmes et c'est pas une. Il y a ça, mais il y a aussi, on sait comment ça se passe sur ces shows-là. Il y a, on rencontre les supporters, c'est l'occasion de boire un verre. Enfin voilà, on est sur des choses quand même beaucoup plus proches. Donc forcément, on espère que, voilà, c'est ça aussi. On n'a pas parlé de ça, hein, mais on espère que les shows auront lieu et en public, bien évidemment, hein, parce que là, ça va, on en a assez mangé. Un show sans public, c'est pas forcément un show, hein, malheureusement. Bah c'est ça, exactement. Donc on a bien vu le show du Schalke qui a eu lieu à Ruhpolding. Franchement, ça n'avait pas de sens, quoi. C'était d'un ennui. Ça m'a pas du tout fasciné. On est passé d'un stade de 60 000 places à rien. Les biathlètes seront contents de se retrouver, mais je pense qu'ils attendent encore plus, c'est de retrouver le public. Donc on leur souhaite dès le. Ça va peut-être leur faire bizarre, hein. Ah, c'est possible. Et nous, on nous souhaite de les retrouver aussi. Eh ben nous aussi, on est un peu en manque du coup là. Faut qu'on reprenne une dose. Donc voilà. Ok, bon on espère que tout ça pourra se dérouler normalement. Eux par contre, ils s'en moquent un peu, hein, de ce dont on va parler maintenant. Hein, c'est les retraités. Alors pas les retraités au sens propre, hein, bien évidemment, mais ceux qui ont arrêté leur carrière professionnelle, hein, sur la dernière saison. Marine, tu nous fais un petit point. Il y avait des noms dont on avait déjà entendu parler avant la fin de la Coupe du Monde, peut-être des nouveaux aussi. On t'écoute. Oui, alors je vais d'abord parler de ceux qui nous ont quittés pendant la saison. Ça fait un peu triste dit comme ça, mais avec une petite musique. Mais nous ont quittés juste en termes de biathlon. Donc tu en as déjà parlé, Romain, c'est le grand Arne Pfeiffer, donc qui à 34 ans a mis le clignotant, et après une carrière bien rondement menée, 86 podiums dont 40 en individuel. Donc ça c'est vraiment il avait 366 départs en Coupe du Monde, donc comme je l'ai dit, un pilier, et ça fait vraiment mal, je pense, au biathlon allemand qui va continuer de se chercher. Et du côté des Allemands, nous avons également eu, et ça c'était un peu plus triste puisqu'il est parti vraiment dans l'anonymat, Simon Schempp. Donc dur ces dernières saisons à Simon Schempp. Voilà. Hein, c'est très dur. Donc un grand athlète, surtout un superbe adversaire de Martin Fourcade, et d'ailleurs comme un symbole, son dernier podium individuel, c'est le podium des Jeux Olympiques, cette fameuse bataille face à Martin sur le sprint final à Pyeongchang. Et après, les 3 dernières années de sa carrière ont été bien plus compliquées, et notamment physiquement. Donc il a terminé à Oberhof cette année. J'ai noté les places qui sont vraiment significatives. Il termine 58e du sprint avec un 9 sur 10 et 45e de la poursuite avec un 19 sur 20. Et ça, c'est pas du standard Simon Schempp habituel. Physiquement, voilà, c'était très compliqué. Donc, mais il est parti
il est pas parti en haut, et c'est vrai que pour un athlète de son gabarit, c'est assez triste. Et donc dans les athlètes qui ont arrêté pendant la saison, nous avons également Andrej Moravec. Donc 410, alors un grand habitué, lui. Un grand habitué, donc 410 départs en Coupe du Monde, donc c'est pas rien. Multiples médaillés olympiques notamment, et donc un pilier du biathlon tchèque également. Donc vraiment un pilier une figure du circuit, donc qui a fini donc à domicile à Nové Město. Du côté des filles, Marine, deux annonces également. Hein. Oui, 2 annonces. Alors nous avons l'emblématique italienne Nicole Gontier, qu'on connaît tous un petit peu pour son tir qui pouvait être un peu chaotique, mais mine de rien, 136 départs en Coupe du Monde. Et puis pour son prénom et son nom très français également. Oui, c'était une athlète sympathique, je pense bien appréciée dans le circuit, et qui parlait donc français puisqu'elle est du Val d'Aoste, et elle a quand même réussi, et c'est pas tous les biathlètes qui peuvent s'en vanter, à avoir un podium individuel en carrière sur le sprint d'Oberhof, et aux côtés de Vitkova et de sa compatriote Dorothea Virer, et également 5 podiums en relais. Donc bon vent Nicole. Et nous avons du côté des Russes Irina Starik, donc qui n'a pas beaucoup de départs en Coupe du Monde, 69, mais quand même 2 podiums individuels, dont un sur la poursuite de la première édition du Grand Bornand en 2013. Et malheureusement, elle se fait suspendre peu de temps après pour un contrôle positif à l'EPO. Et elle revient donc à la compétition en janvier 2017, où elle réalise donc une razzia sur les championnats d'Europe. Et après, elle a passé son temps à faire un petit peu le yo-yo entre l'IBU Cup et la Coupe du Monde. Et sa dernière apparition était à Kontiolahti sur la poursuite remportée par Julia. Elle n'a pas couru cette année à cause d'une opération de la colonne vertébrale. Merci Marine pour donc ces retraités. Alors il y en a pas beaucoup, ça se comprend aussi. Hein. Souvent ça a plutôt lieu après une année olympique, les départs en retraite. Souvent un cycle de 2 ans. Souvent, Oui, voilà, c'est des cycles. Mais voilà, un autre qui quitte le circuit de la Côte du Monde de biathlon, mais lui pour se mettre au fond, c'est l'Italien Giuseppe Montello, Marine. Oui, tout à fait, l'Italien de 28 ans, donc qui compte lui 47 départs en Coupe du Monde, et pour meilleur résultat, une 20e place sur le sprint. Une 27e place sur le sprint de Nové Město en 2018, et sa dernière apparition c'était donc en Coupe du Monde, c'était sur le sprint d'Östersund en 2019. Donc voilà, il a décidé de passer au fond, et en même temps, vu sa position dans l'équipe, il ne semblait plus en mesure de pouvoir courir en Coupe du Monde au vu de la concurrence. Et alors c'est vrai qu'on a plus l'habitude souvent de voir des biathlètes venir au fond que l'inverse. Ah oui. Oui. Donc c'est une petite. Alors il y en a qui sont passés, mais c'est vrai que lui il part plus pas parce qu'il est au sommet de son art, mais c'est plus pour un problème de concurrence, c'est ça. Bah je sais pas si c'est pas forcément le niveau, tout simplement. Il l'a pas signifié comme ça, mais c'est surprenant aussi parce que c'est pas spécialement un athlète qui va vite à ski, et du coup il est pas. J'ai regardé les équipes de fond de cette année en Italie, il est pas dans les effectifs, donc je sais pas ce qu'il ambitionne, si c'est de courir dans une team sur des Visma classiques ou ce genre de choses, mais voilà. Enfin c'est on va dire étonnant quand même. C'est assez étonnant, mais pourquoi pas. C'est sûr qu'on a plus l'habitude de voir des fondeurs passer au biathlon. Ces dernières années, on a plein d'exemples. Comme on en a parlé, Stina Nilsson, on a Denise Herrmann, Célia Emonier, donc qu'on réussit ou pas, mais en tout cas, on a pu c'est un challenge assez compliqué pour lui. On verra bien, sachant que les biathlètes les plus gros fondeurs qui sont passés sur le circuit de fond sur quelques étapes, ça a été très très compliqué pour eux. Enfin, il y a vraiment un niveau à ski qui est au-dessus, quoi. On sait que l'exemple c'est Martin Fourcade qui a fait quelques départs en ski de fond. Alors c'était pas mauvais évidemment, mais on voyait quand même la différence entre les fondeurs et
Et les biathlètes, C'est ça. C'est deux sports bien. Martin faisait partie des meilleurs fondeurs à l'époque et c'est quand même deux sports différents, on va dire entre guillemets. Il y a une classe d'écart quand même. Mais même si je pense qu'un Johannes Beu ne serait pas du tout ridicule. Non, attention, on parle pas de ridicule, mais enfin, quand on a des athlètes qui sont au sommet comme ils le sont en biathlon, je sais pas s'ils se contenteraient d'aller chercher une 7e place sur une épreuve de Coupe du Monde de ski de fond, quoi. C'est ça aussi, quoi. C'est compliqué, oui. Après, oui. Oui, puis en plus le ski classique a une place importante en ski de fond, qui n'est pas le cas en biathlon. Donc il y a aussi, je pense, peut-être des lacunes à ce niveau-là. Et puis il y a côté biathlon. Il y a même du sprint sur la Coupe du Monde de ski de fond maintenant. Il y a des épreuves de sprint. Ah oui, il y a multiplicité de. D'ailleurs, un format très attractif, ces sprints-là en système quart de finale, tout ça. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques. Ouais, c'est pas intéressant. Sprint, team sprint. Non, il y a des formats vraiment télégéniques en ski de fond de plus en plus, qui justement ils essayent de s'adapter et ça marche bien. Ah bah ça change du 50 km départ individuel style classique, là c'est plus dur. Non, d'ailleurs je pense pas qu'il y ait 50 km en individuel, mais bon. On va remettre la carabine sur le dos, on va repasser au biathlon et c'est notre dernier sujet déjà, on va passer aux infos en bref. Écoute, on va commencer avec toi Marine, une fois n'est pas coutume, on va d'abord parler de dopage. Oui, tout à fait. L'athlète, donc le Timofey Lapchin, donc l'athlète sud-coréen de 33 ans, qui est donc suspendu 1 an. Alors, c'est une suspension qui fait suite à donc une réanalyse d'un échantillon qui date de 2013 et un échantillon qui a montré la présence de thuanimoheptane, donc qui est une substance qui est une substance interdite. Et donc sachant donc le tribunal arbitral du sport a statué pour une suspension de 12 mois, mais Timofey Lapchin avait déjà été suspendu provisoirement par l'unité d'intégrité du biathlon depuis le 23 septembre et ils ont choisi cette date pour le début de sa suspension. Donc il sera de nouveau en possibilité de courir donc dès fin septembre 2021. Donc il courra les JO. Alors l'info suivante, tiens, on en parlait tout à l'heure sur ces athlètes qui passent du fond au biathlon ou inversement. Là, c'est une athlète qui arrive elle du combiné nordique, une américaine. C'est ça, Marine? Oui, tout à fait, une américaine de 28 ans, dont je sais pas si j'essaye de dire le nom. Allez. C'est Tara Gerety-Mouts. Bon, okay. Ça vaut ce que ça. Bon, comme tous les Américains, ils seront appelés TGM ou on trouve toujours une solution. Voilà. On va dire que TGM, voilà. Je vais dire comme ça. Donc elle a déclaré sur son compte Instagram donc vouloir passer au biathlon, mais en fait, elle a déjà couru en biathlon. C'est une athlète que j'appelle un peu couteau suisse. Alors, elle a fait du biathlon entre 2011 et 2014, 22 courses au niveau international, jeune, junior et même 4 courses en IBU Cup. C'était pas spécialement une très bonne tireuse, puisque sur ses premiers mondiaux jeunes, j'ai noté donc un 3/10 au sprint, un 7/20 sur la poursuite et un 4/20 sur l'individuel. Oui, donc, voilà, il y a une place pour l'amélioration, mais en tout cas, c'est une athlète qui est rentrée dans l'histoire, puisque donc elle est passée juste après au saut à ski en 2015 et puis au combiné en 2018 pour finir par cette année être la première femme à remporter le gros globe de cristal en combiné nordique. Il lui restera plus que le patinage artistique et le curling, et puis elle aura fait quasiment tous les sports d'hiver. Impeccable. C'est ça. Non, mais en tout cas, faut savoir, pour ceux qui ne le réalisent pas, que le combiné nordique est la seule discipline qui n'est pas présente du côté féminin au JO, et c'est ce qui explique sans doute ce choix de déjà que le saut à ski, ça fait pas longtemps que les 2014. Ouais, oui. Et avec on avait eu une médaille d'ailleurs, Colin Mattel, il me semble, qui avait eu la médaille de bronze. Ouais, c'est ça. Tout à fait, donc, bon souvenir. Donc oui, non, encore quelques disciplines comme ça, on le voit plus l'hiver que sur les Jeux Olympiques d'été. Souvent, sur les Jeux Olympiques d'été, c'est aussi bien masculin que féminin. Mais c'est vrai qu'il reste quelques soucis encore sur les disciplines d'hiver. Mais on voit des fois des petits passages de été à hiver, par contre. C'est-à-dire, là, il y a
une ancienne biathlète qui a couru sur le SAMC National Tour, Emma Lunati, qui s'est qualifiée en aviron pour les Jeux Olympiques pour le 4 de couple féminin. Et Romain, je pense que si je te parle de lui, son nom te dira quelque chose, le Slovène Primož Roglič, qui aussi à l'origine, je crois, est sauteur à ski avant d'être cycliste. C'est ça. Ouais, c'est à ski. Et il était l'an dernier à 2 doigts de remporter le Tour de France. Et il n'y a pas une américaine aussi qui a gagné le Super G ou qui est championne du monde ou championne olympique et qui est sur une autre discipline en snowboard aussi également. Je crois que c'est snowboard qui est championne de Super G, championne olympique de Super G. C'est ça, ouais. Des athlètes hors normes, parce que quand on voit les sacrifices qu'il faut faire déjà pour une discipline, alors pour deux, c'est vraiment compliqué. Et qu'on a quelque part un talent au fond de soi. C'est ça. Non, on avait plus l'habitude, c'était notamment les bobeurs, les bobsleigh, ou les pousseurs, et faisaient d'autres sports avant, parce que bon, même si c'est une technique particulière, faut du muscle, ils poussent et puis après ils se mettent en boule, ils bougent plus à part celui qui conduit. mais c'est vrai que on a. Après ils se mettent à la pétanque, c'est ça? Ah non, je ne dénigrerai jamais la pétanque, bien évidemment. Non. Jamais. Ok, merci donc pour cette info Marine. Je vais prendre la main. On va parler de Dorothée Avireur. On ne la présente plus bien évidemment, qui s'est confiée récemment et qui ne se voit pas aller jusqu'aux Jeux Olympiques qui pourtant auront lieu chez elle à Turin, si je ne m'abuse. Non, pas Turin. Si c'est Turin. Non, ça c'est 2006. Non, ça c'était 2006. C'est 20 ans plus tard, c'est Milan et Cortina. Voilà, c'est ça. C'est ça. Les épreuves des biathlons. C'est ça. Alors étonnant, ce que je disais juste avant. Oui et non. Elle aura 35 ans, Dorothée Avireur, en 2026. Bon, 35 ans, ça ferait doucement rire Oula Einar Bjørndalen, mais il y en a pas 40 000 comme lui. Donc voilà, non, surtout ce qu'elle souligne, ce qu'on a pu lire, c'est que elle voudrait arrêter sa carrière au top, quoi. Elle voudrait pas pousser pour pousser et se retrouver aux Jeux Olympiques. Ou voire ne pas y aller du tout parce qu'elle est pas sélectionnée. Donc voilà. Et elle veut fonder aussi une famille aussi. C'est ça, la famille aussi, elle y pense de plus en plus. Et puis sa famille, fonder une famille, mais aussi être plus proche de sa famille. On le sait, le biathlon c'est un sport qui éloigne énormément les sportifs. Donc voilà, mais bon, c'est pas un non définitif. Elle ne s'imagine pas, c'est tout. Après, elle ouvre la porte pour une saison après les Jeux. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant, où c'est vrai. On pensait qu'elle allait arrêter sa carrière après les Jeux de Pékin. Là, elle ne dit pas non, stop après la prochaine saison. Donc, affaire à suivre. Mais c'est sûr que pour elle, ça doit être une grosse frustration de ne pas pouvoir faire les Jeux à domicile. Oui, Marine, vas-y. C'est pas la première fois que Doro prolonge son contrat, puisqu'elle avait déjà annoncé qu'elle voulait arrêter après les mondiaux d'Antolz, que ce serait sûrement sa dernière saison. Je sais pas si vous vous souvenez. Et finalement... elle a pris goût au fait de gagner des globes, des courses, et elle est toujours là. Et franchement, elle vu comme elle performe, il y a aucune raison pour l'instant. Et puis derrière, en Italie, ça pousse pas. Tant mieux, Tant mieux. Et puis je pense que cette saison qui arrive sera une saison quand même pas mal décisive. Déjà, il faudra voir ce qu'elle fera aux Jeux Olympiques. Elle verra ce que ça donnera sur la Coupe du Monde, parce qu'elle a gagné 2 gros globes à l'arraché. Bon, on les a quand même gagnés. Là, cette année, quand la concurrence a été plus forte, on l'avait dit, marque quasiment autant de points que les autres saisons, sauf qu'il y a eu plus forte qu'elle. Donc je pense que voilà, ça sera l'occasion pour elle de faire le point en fin de saison prochaine. Donc on verra ça, mais bon, voilà, Dorothée Avireur, on ne la verra pas forcément aux Jeux Olympiques chez elle à Milan. Une autre actualité, justement, on parle toujours famille et biathlon. On va parler de Johannes Bö. On n'en a quasiment pas parlé depuis le début. C'est rare de ne pas parler de Johannes Bö pendant un podcast. Et Johannes Bö, il déménage. Alors, vous allez me dire, c'est pas l'actu de l'année. Pardon? En Bretagne. Alors non, il a dit trop plat. Il a dit trop plat pour la Bretagne. Ah, la Bretagne. Ouh, je vais l'amener. Oui, je sais, à Mur de Bretagne. Oui, d'accord. Très... ça c'est même les Bretons, ils peuvent pas s'empêcher de dire qu'ils ont des montagnes chez eux. Ce n'est pas des montagnes. Vous avez une très belle région, mais ce ne sont pas des montagnes. Ok, bon, redevenons plus sérieux. Johannes Bö, il déménage. Bon, alors il déménage pas trop loin. Il déménage à une centaine de kilomètres à l'est d'Oslo, où il habitait auparavant. Alors je vais essayer de vous dire le nom. Je m'excuse pour mon accent norvégien totalement. Aurélie est pas là. Totalement. Ah oui, c'est vrai qu'Aurélie est pas là. Donc du coup, logiquement, ça devrait passer. Fais gaffe.
Donc ce nom, hein, c'est Kongsvinger. Voilà, je m'excuse. Cette ville elle est située en fait à mi-chemin entre la frontière suédoise et puis Oslo. Si Johannes Bö il a décidé de déménager ici, c'est avant tout pour des raisons familiales, hein, comme il le dit. Hein, il sera très absent la prochaine saison, hein, notamment à cause grâce aux Jeux Olympiques, hein, je ne sais pas comment on peut dire, ça dépend si son enfant pleure beaucoup. Donc en quelques mots, hein, Johannes Bö il s'est confié à TV2, hein, le média norvégien. Qui dit campagne dit plus grande maison, jardin pour son fils. C'est la région natale également de sa compagne, sa femme. Je sais pas, ils sont mariés, Johannes Bö et sa compagne. D'accord, il vient de sa femme. Donc voilà, ça sera plus simple sur un plan logistique. Et d'ailleurs, hein, la famille, hein, Johannes Bö, il y consacre vraiment du temps. Hein. Romain, tu me disais tout à l'heure hein, qu'il ne se rendra pas en juin au rassemblement des Norvégiens, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Johannes Bö a privilégié sa famille en ce début de préparation. Il va louper le stage en juin et puis après il rejoindra le groupe pour les prochains stages qui se font notamment en haute altitude pour préparer les Jeux. De Jeux Olympiques, hein, justement, on va continuer à en parler avec le Suédois Sebastian Samuelsson. Hein, c'est la dernière brève de cette chronique. Un Sebastian Samuelsson qui n'est pas très chaud à l'idée de se rendre à Pékin hein, pour ces Jeux Olympiques. Hein, on le rappelle, hein, il s'était révélé aux Jeux Olympiques de Pyeongchang hein, en 2018. Mais là, c'est pour des considérations un petit peu plus géopolitiques. Hein. En effet, hein, il a déclaré récemment, hein, je le cite, hein, il est clair qu'en tant qu'athlète, j'aimerais aller ailleurs. Je ne pense pas que nous devrions avoir des courses et surtout des Jeux Olympiques dans ce type de pays. Il a même surenchéri, hein, nous voyons cela dans tous les sports et que l'on utilise ce type d'événement pour répandre une certaine propagande, il est clair que nous voulons nous en éloigner. Hein. Donc là, hein, Sebastian Samuelsson, il est clair, hein, c'est pas le site en tant que tel hein, qui ne lui plaît pas, hein, ou le calendrier, hein, mais c'est vraiment le fait que ces Jeux Olympiques vont se dérouler en Chine. Alors, bien évidemment, hein, entre les lignes, hein, on parle des droits de l'homme, hein, c'est toujours le sujet qui revient hein, quand on parle de la Chine. D'ailleurs, hein, il est soutenu à ce niveau-là hein, par sa compatriote Anna Heuberg. Alors bon, les amis, hein, c'est toujours compliqué hein, d'essayer d'imposer un peu sa voix hein, sur ce genre de compétition. Les biathlètes n'ont pas forcément leur mot à dire, même les athlètes tout court. Hein, c'est compliqué, et même on sait qu'à un an des Jeux, de toute façon, c'est un peu trop tard et même s'il est contre, il va forcément y aller, il va pas se sacrifier pour les autres. Hein, donc c'est vrai que c'est un peu triste d'avoir des Jeux d'hiver en Chine. Je parle même pas forcément des droits par rapport au pays même je pense à la culture du sport, du biathlon. Oui, tout à fait. On sent pas une grande ferveur hein, de la part des biathlètes dans leurs déclarations. C'est comme à Pyeongchang, quoi. Les athlètes, c'était Laura Dahlmeier qui disait, elle l'a dit après sa retraite, que Pyeongchang, ça n'avait pas du tout fait rêver, alors qu'elle a brillé là-bas, mais c'était pas des jeux exceptionnels. Enfin, il n'y avait pas une ambiance folle comme on peut avoir en Europe, et ce sera la même chose à Pékin, même si sans doute qu'il y aura du monde, mais bon, voilà, ça fait pas rêver les athlètes, et je pense qu'ils vont plus rêver en 2026 pour ceux qui y seront à Antols. Ça devient un problème récurrent quand même hein, dans le sport de haut niveau. Hein. Là, bon, on a cette déclaration de Samuelsson. Mais bon, on en entend beaucoup parler. On a également la Coupe du Monde de football au Qatar, hein, où il y a certaines, alors ça reste des nations mineures pour l'instant entre guillemets, quand je dis mineures en termes d'influence ou de résultats, hein, qui menacent de ne pas y aller, hein, même s'il y a quelques joueurs belges qui en parlent. Hein, là, on parle de nations quand même majeures. Mais voilà, hein, la politique et le sport, hein, ça rappelle pas forcément de très bons souvenirs, hein, mais sont de plus en plus mélangés. Donc voilà, hein, on l'a vu aussi, hein, il y a de moins en moins de candidats maintenant, hein, quand il y a des présélections justement hein, pour la ville olympique, hein, ça coûte très très cher. Et puis voilà, hein, donc c'est sûr que ça c'est des problèmes qu'on risque de voir au fil des années. Hein. Tout à fait. C'est sûr. D'ailleurs, le Canada et Vancouver qui ont organisé les Jeux en 2010 se repositionnent. Alors je sais plus si c'était exactement Vancouver, mais en tout cas ils se repositionnent encore pour les Jeux d'hiver en 2030. Donc pour dire que on réutilise. On a vu sur les JO d'été, hein, Paris finalement n'avait pas de concurrence, Los Angeles en 2028 n'a pas de concurrence non plus. Pour les Jeux de Milan, ce qui compte aussi c'est la population, et on voit qu'à Tokyo, enfin en Chine, au Japon. Les habitants sont
contre, hein. Alors évidemment il y a le contexte sanitaire là qui rentre vraiment en jeu là, voilà, mais forcément quand les grosses nations où les populations ne sont même pas pour l'organisation des JO, c'est vraiment très compliqué, et au final ça permet à des nations peut-être comme la Chine ou comme le Qatar, hein, au foot, d'être positionnées pour l'organisation de tels Oui, puis événements. la Chine avait eu les JO d'été aussi en 2008, qui étaient déjà à Pékin également. Donc oui, mais bon, est-ce que vous croyez que ces athlètes pourraient aller jusqu'au boycott à l'heure où on parle? Non. Ouais, c'est trop tard maintenant pour réagir. Le problème, c'est quand les athlètes en parlent, c'est souvent trop tard pour quoi que ce soit, et c'est un peu les derniers consultés pour tout, et du coup voilà, ils réagissent, ils sont pas contents, mais ils vont quand même, quoi. Bah oui, ils sont un peu, c'est une prise en otage entre guillemets, hein. Ils ont pas vraiment le choix, hein. Les Jeux Olympiques, c'est ça, hein. Surtout pour ce type de discipline, hein, c'est vraiment le Graal, hein. Donc on peut pas forcément se permettre de les louper, hein. Mais voilà, hein, comme on disait, hein, ce contexte géopolitique, hein, il rentre de plus en plus en compte. On se souvient, hein, dans les années 80, hein, les Américains qui avaient boycotté les Jeux soviétiques, les Soviétiques qui avaient boycotté les Jeux américains. Donc bon, on n'en est pas rendu là, mais c'est vrai que c'est des aspects à prendre en compte, sachant qu'en plus, hein, on en avait déjà parlé sur des précédents podcasts. Ça risque d'être des conditions compliquées aussi, hein, pour le stade de biathlon, hein, en Chine, hein, à Pékin. Oui, très venteux, haute altitude, et puis je crois que c'est Justine qui en a parlé dans son interview de fin de saison à Östersund, comme quoi la mass start finalement qui a eu lieu côté féminin était plutôt un bon entraînement, parce que peut-être que les conditions ressembleraient sûrement un peu à ça, un peu comme à Pyeongchang. Je sais pas si vous avez souvenir, bien sûr, du relais féminin et du scénario un peu dantesque avec le retour de la Suède qu'on avait oublié, qu'on pensait même pas sur le podium. Enfin voilà, il y aura sûrement des conditions à Pyeongchang, hein. Oui, le froid, le vent, Mais je me demande, il n'y avait pas une épreuve qui avait été reportée d'une journée à Pyeongchang? Ça me dit quelque chose. Je me demande si c'était pas le relais mix, hein, d'ailleurs, hein, mais je me sens que ça avait été reporté d'une journée. Et d'ailleurs, pour les conditions là climatiques, météorologiques, les Norvégiens ont investi dans des ventilateurs, dans des gros souffleurs pour cet été, pour qu'ils travaillent dans des conditions venteuses que pourrait offrir Pékin. Carrément. C'est toujours un temps d'avance, les Norvégiens, toujours. Bon, écoutez, on verra bien. Bon, en tout cas, hein, Samuelsson quand même semble s'éloigner d'un forfait, hein, ou d'un boycott. On peut utiliser le mot boycott, la preuve. Hein. On sait que cet été, il va s'entraîner en altitude, à 1600 mètres d'altitude en Italie. Hein. Donc, il passera une semaine au col de la Vazzée et ensuite 2 semaines à Anterselva. Hein, Anterselva, on le sait, hein, c'est un des sites les plus hauts de la Coupe du Monde de biathlon, donc ce qui montre bien, hein, que le Suédois est vraiment paré vers son objectif, hein, des Jeux Olympiques. Mais bon, voilà, ils ont le droit de s'exprimer aussi, hein, les biathlètes, hein, forcément, hein. Donc ça en fait partie, et ça m'étonnerait pas qu'on ait d'autres voix qui s'élèvent d'ici février prochain. Bon, cette dernière actualité, hein, comme toutes les autres, hein, bien évidemment, vous les retrouvez, hein, sur le site biathlonlive.com, hein, on essaye de se tenir à la page de ce qui se passe sur la planète biathlon, hein, même si évidemment la compétition, c'est pas pour encore. Donc on va pouvoir clôturer ce podcast actu avec toutes ces informations. Romain, Marine, merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir éclairé sur les différents sujets. Merci. Merci Damien, merci Marine. C'était un plaisir de vous retrouver pour cette reprise. Très content de reparler biathlon tous ensemble. Ça manquait. Ouais. 2 mois sans parler biathlon, là, ça commençait un petit peu à manquer. C'est ça. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Et puis quand on aura pas mal d'actualités, on pourra vous proposer de nouveau un podcast. En attendant, hein, n'oubliez pas, comme d'habitude, à nous laisser vos commentaires. Tiens, d'ailleurs, l'été, hein, c'est souvent l'occasion d'interviewer, que ce soit de façon écrite, orale, en podcast, des biathlètes, hein. Ils sont un petit peu plus disponibles, donc n'hésitez pas à nous faire part dans vos commentaires, hein, de biathlètes que vous voudriez lire ou écouter, hein, sur le site de biathlonlive.com. Et puis comme d'habitude, hein, on n'hésite pas, on like,
on partage, on surlike, on fait tout ce qu'on peut pour rendre ce podcast plus populaire. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant cette émission. On se donne rendez-vous très vite et donc à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao. Ciao. Salut.